Rejeté par la galaxie, sauvé par l'humanité. La brume toxique s'élevait des cheminées industrielles d'Ondral 4, teintant le ciel d'un violet maladif. Dans la tour de commandement du secteur Est, la coordinatrice Silène observait les écrans de contrôle avec une frustration grandissante. Encore un convoi qui n'avait pas décollé. Le 5e cette semaine. Les réacteurs surchauffent avant même d'atteindre la puissance minimale, expliqua Torrent, son second, dont les écailles iridescentes reflétaient l'éclat pâle des moniteurs. Nos ingénieurs pensent que c'est la dégradation des composants énergétiques. Nous n'avons plus accès aux matériaux de qualité depuis. Il n'acheva pas sa phrase. Inutile de préciser depuis quand. Tout le monde connaissait la date, le jour du silence. 63 cycles solaires auparavant, quand leur civilisation avait été coupée du reste de l'univers. Silène appuya son front contre la vitre blindée, contemplant la métropole qui s'étendait à perte de vue. Les Ondraliens avaient bâti leur société sur l'exploitation de cristaux photoniques, capables d'absorber et de transformer n'importe quelle forme de rayonnement en énergie pure. Une merveille technologique qui avait fait leur prospérité pendant des millénaires. Puis était venu l'incident. Leur prototype de générateur à fusion quantique, destiné à révolutionner les voyages interstellaires, avait produit une anomalie imprévue lors de son activation inaugurale. Une cascade de particules exotiques s'était propagée depuis leur monde, traversant l'espace comme une vague invisible. Inoffensive pour les Ondraliens et leur biologie unique, mais perçue comme une menace existentielle par le consortium des mondes alignés. La sentence était tombée en moins d'une rotation planétaire, quarantaine totale et indéfinie. Des stations automatisées avaient été déployées aux confins de leur système stellaire, avec des ordres d'ouverture de feu sur tout vaisseau tentant de franchir la frontière. Plus de commerce. Plus de diplomatie. Plus d'espoir. Combien de temps nous reste-t-il ? Demanda Silène sans quitter des yeux l'horizon pollué. Selon les derniers calculs des astrophysiciens, notre étoile principale entre en phase d'effondrement accéléré. 8 mois, peut-être 9 si nous avons de la chance. Après, les températures chuteront jusqu'à rendre toute forme de vie impossible. Silène sentit une vague de désespoir la submerger. 18 millions d'âmes. 18 millions d'Ondraliens qui allaient périr gelés sur un monde devenu tombeau. Leur vaisseau d'évacuation, construit des décennies plus tôt avec les maigres ressources encore disponibles, tombait en panne les uns après les autres. Coordinatrice, l'interrompit brusquement la voix de Kessa depuis la station de communication. Nous captons quelque chose. Un signal non identifié en approche du système. L'espoir et la méfiance s'entrechoquèrent dans l'esprit de Silène. Trop souvent, de faux sauveurs s'étaient présentés et des agents du consortium cherchant à s'assurer qu'aucun Ondralien ne tenterait de fuir. Nature du signal ? C'est étrange. Ce n'est pas une signature que nous reconnaissons. Le vaisseau émet sur des bandes de fréquences anciennes, celles utilisées par les premières missions d'exploration avant la fondation du consortium. Comme s'il ne connaissait pas les protocoles modernes. Silène rejoignit rapidement la station de Kessa. Sur l'écran holographique, un vaisseau apparaissait les designs inconnus, lignes élégantes mais étrangères à toute architecture qu'elle avait étudiée. Ont-ils tenté de communiquer ? Oui. Ils diffusent un message de recherche et sauvetage sur plusieurs canaux. Ils demandent si quelqu'un a besoin d'assistance. Le cœur de Silène s'accéléra malgré elle. Ouvrez un canal de communication. Canal crypté, maximum de sécurité. Torrent posa une main sur son épaule. Coordinatrice, nous avons déjà été trompés 2 fois. Si c'est encore une ruse du consortium. Si c'est une ruse, nous sommes déjà condamnés, rétorqua Silène. Mais si ce n'en est pas une, c'est peut-être notre unique chance de survie. Elle prit une profonde inspiration et activa le transmetteur. Vaisseau inconnu, ici Silène, coordinatrice du secteur et d'Ondral 4. Nous avons effectivement besoin d'aide. Notre système stellaire est en train de mourir et nous devons évacuer notre population. Qui êtes-vous ? Le silence dura quelques secondes interminables. Puis une voix masculine répondit, teintée d'un accent qu'elle ne parvenait pas à identifier. Coordinatrice Silène, ici le commandant Alexei Volkov du vaisseau d'exploration terrestre Horizon S-Edge. Nous avons reçu des échos de votre signal de détresse en traversant ce secteur. Quelle est l'ampleur de votre situation ? Terrestre. Le mot ne correspondait à aucune espèce du consortium qu'elle connaissait. Commandant Volkov, notre étoile s'éteint. Nous avons 8 mois,
peut-être moins, pour évacuer 18 millions d'individus. Nos vaisseaux sont trop anciens et défaillants. Mais je dois vous avertir, notre système est sous quarantaine par le consortium des mondes alignés. Toute intrusion est considérée comme une violation et sera sanctionnée par la destruction. Un autre silence. Silène imaginait ces inconnus, ces terriens calculant les risques, décidant qu'aider des étrangers condamnés ne valait pas le danger. Mais la voix revint, ferme et déterminée. Nous avons vu les balises d'avertissement. Elles parlent de contamination radioactive létale. Est-ce exact? Silène échangea un regard avec Torrent. C'est ce que prétend le consortium. La vérité est plus complexe. Les particules que nous générons naturellement sont seulement dangereuses pour les autres espèces à forte concentration. Mais notre incident d'il y a 63 cycles a dispersé ces particules à travers plusieurs systèmes voisins. Le consortium a décrété que nous étions une menace biologique. Mais ce n'est pas toute l'histoire, n'est-ce pas? La perspicacité de cet étranger surprit Silène. Non. Nos scientifiques ont découvert que nos particules, correctement traitées, peuvent neutraliser les radiations dangereuses et les transformer en énergie propre. Nous avons essayé d'expliquer cela au consortium, mais ils ont refusé d'écouter. Certains pensent que des intérêts économiques ont influencé cette décision. Je vois, répondit Volkov après un moment. Coordinatrice, nous allons nous approcher. Pouvez-vous nous guider vers une zone d'atterrissage sécurisée? Nous devons évaluer la situation sur place. Vous allez vraiment venir, s'exclama Silène, incapable de masquer son incrédulité. C'est pour ça que nous sommes là, répondit simplement Volkov. À très bientôt. Le vaisseau terrestre descendit à travers l'atmosphère empoisonnée comme un oiseau d'argent traversant un brouillard pourpre. Depuis la plateforme d'atterrissage principale, Silène observait avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Autour d'elle, des milliers d'Ondraliens s'étaient rassemblés pour assister à l'arrivée de ces mystérieux sauveurs potentiels. Lorsque le sas du vaisseau s'ouvrit, 3 silhouettes en descendirent. Silène fut frappée par leur ressemblance troublante avec les Ondraliens bipèdes, taille similaire, très familiers malgré des différences subtiles. Leur combinaison de protection scintillait sous l'éclairage artificiel. Le premier à s'avancer retira son casque, révélant un visage ridé par l'âge et l'expérience. Coordinatrice Silène, je présume? Commandant Alexei Volkov. Voici le docteur Amara Singh, notre xénobiologiste, et le lieutenant Marcus Chen, notre spécialiste en communication. Silène inclina la tête en signe de respect. Commandant. Bienvenue sur Ondral 4. Je dois avouer que votre venue me surprend. Peu d'espèces accepteraient de risquer la colère du consortium. Volkov esquissa un sourire las. Ma civilisation est relativement nouvelle dans cette région de la galaxie. Nous ne connaissons pas toutes les règles établies par ce consortium. Et franchement, après ce que vous nous avez dit, je ne suis pas certain de vouloir les respecter. Le docteur Singh s'approcha, son scanner médical déjà actif. Coordinatrice, accepteriez-vous que j'effectue quelques analyses non invasives? Nous devons comprendre votre biologie si nous voulons vous aider efficacement. Bien sûr. Pendant que Singh procédait à ses examens, Volkov observait la métropole qui s'étendait autour d'eux. Les structures cristallines captaient la faible lumière de l'étoile mourante, créant des jeux de réfraction hypnotiques. Votre architecture est remarquable, commenta-t-il. Ces bâtiments servent-ils uniquement à l'habitation? Non, expliqua Torrent, qui s'était joint à eux. Chaque structure est conçue pour capter, concentrer et redistribuer l'énergie stellaire. C'est ainsi que fonctionne notre civilisation depuis des millénaires. Nous absorbons naturellement les radiations et les transformons en bioénergie. Sans cette source, nous dépérissons. Singh releva brusquement la tête de son scanner, les yeux écarquillés. Commandant, vous devez voir ça. Leur métabolisme cellulaire est extraordinaire. Ils ne se contentent pas d'absorber les radiations, ils les décomposent au niveau moléculaire et les reconvertissent. C'est comme s'ils étaient des réacteurs biologiques vivants. Quelle sorte de radiation peuvent-ils traiter? Demanda Volkov. Apparemment, presque toutes. Gamma, bêta, alpha, même des particules exotiques. Et ce qu'ils rejettent est complètement inerte, sans danger pour d'autres formes de vie. Chen, qui écoutait en silence, intervint soudain. Attendez. Si vous pouvez neutraliser les radiations dangereuses,
vous pourriez résoudre certains des plus grands problèmes de la galaxie. Déchets nucléaires, zones contaminées par des guerres anciennes. C'est exactement ce que nous avons essayé d'expliquer au consortium il y a 6 décennies, dit amèrement Silène. Mais ils nous ont isolés avant que nous puissions prouver nos capacités. Volkov fronça les sourcils, une compréhension inquiétante se formant dans son esprit. Combien d'espèces du consortium contrôlent les industries liées à l'énergie et au traitement des déchets radioactifs? Les hégémoniques et les vortaciens détiennent le monopole de la gestion des déchets. Les syndicats de Crète contrôlent la production énergétique dans 14 secteurs, répondit Torrent. Laissez-moi deviner, ce sont eux qui ont poussé le plus fort pour votre quarantaine. Le silence des Ondraliens fut éloquent. Lieutenant Shen, dit Volkov d'une voix dangereusement calme. Pouvez-vous accéder au réseau de communication du consortium sans être détecté? Shen sourit, un sourire qui ne présageait rien de bon pour ceux qui avaient des secrets à cacher. Commandant, je peux infiltrer n'importe quel système conçu dans les 2 derniers siècles. Donnez-moi 4 heures. Faites-le. Je veux savoir exactement pourquoi ces gens ont été abandonnés. 3 heures plus tard, dans le centre de commandement d'urgence reconverti en quartier général temporaire, les découvertes de Shen s'affichaient sur les écrans holographiques. Volkov, Silène et une douzaine de conseillers ondraliens observaient les documents interceptés avec une horreur croissante. Voici une communication datant de 62 cycles, expliqua Shen, désignant un fichier. C'est une correspondance entre le Haut Conseil vortacien et les syndicats de Crète. Ils discutent de la menace ondralienne et de son impact potentiel sur les marchés énergétiques stabilisés. Il fit défiler d'autres documents. Ici, un rapport scientifique supprimé avant publication et qui confirme que les particules ondraliennes ne présentent aucun danger à long terme et pourraient même avoir des applications bénéfiques. Et là, l'ordre de quarantaine officiel, émis 12 heures après que ce rapport ait été caché. Ils nous ont condamnés délibérément, murmura Silène, ses mains tremblant de rage contenue. 18 millions de vies sacrifiées pour protéger leurs profits. Le docteur Singh, qui étudiait d'autres données, intervint d'une voix tendue. Il y a pire. J'ai trouvé des projections démographiques. Le consortium savait que votre étoile entrait en phase d'effondrement accéléré. Il savait que vous n'auriez pas le temps de construire assez de vaisseaux avec les ressources limitées dont vous disposiez. Ils ont sciemment orchestré votre extinction. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Volkov serra les poings, son visage habituellement impassible déformé par la colère. Combien de temps avons-nous avant que le consortium ne détecte notre présence ici? Les systèmes automatisés ont probablement déjà signalé notre intrusion, répondit Shen. Une flotte d'intervention sera déployée. Estimation, entre 48 et 72 heures avant leur arrivée. Pas suffisant pour évacuer tout le monde, murmura Torrent. Non, dit Volkov. Pas avec les ressources que nous avons ici. Il se tourna vers Singh et Shen. Établissez une liaison prioritaire avec le commandement terrestre. Protocole Sentinelle. J'ai besoin de parler à l'amiral Keiko Tanaka immédiatement. 10 minutes plus tard, le visage sévère de l'amiral Tanaka apparut sur l'écran principal, ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré leur tardive sur Terre. Commandant Volkov. Votre transmission porte une classification sentinelle. J'espère que c'est justifié. Amiral, je vous transmets toutes les données que nous avons collectées. Résumé, nous avons découvert une civilisation de 18 millions d'individus, condamnés à l'extinction par un génocide économique déguisé en mesures sanitaires. Ils possèdent des capacités biotechnologiques qui pourraient révolutionner le traitement des déchets radioactifs. Et une flotte hostile arrive dans moins de 3 jours pour s'assurer qu'ils meurent tous. Tanaka écouta en silence pendant que Volkov détaillait la situation. Son expression ne changea pas, mais ses yeux s'assombrirent à chaque nouvelle révélation. Commandant, comprenez-vous les implications de ce que vous me demandez? Si nous intervenons, nous nous opposerons directement au consortium. L'humanité vient à peine d'être acceptée dans la communauté galactique. Nous risquons tout. Je comprends parfaitement, amiral. Et je vous demande quand même d'intervenir. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous risquer notre position pour des étrangers? Volkov regarda Silène, puis les Ondraliens rassemblés dans la salle de commandement. Des êtres qui avaient survécu à 63 cycles d'isolement et de désespoir, qui n'avaient jamais renoncé à l'espoir de sauver leur peuple. Parce que c'est juste, amiral.
Parce que si nous restons silencieux face à un génocide, nous ne méritons pas la place que nous cherchons dans cette galaxie. Et parce que si nous ne défendons pas les opprimés maintenant, qui nous défendra quand nous serons à leur place? Le silence s'étira sur plusieurs secondes. Puis Tanaka hocha lentement la tête. Très bien, commandant. Vous aurez votre flotte de secours. Mais comprenez ceci, après aujourd'hui, l'humanité ne pourra plus jamais se cacher derrière la neutralité. Nous prenons position. Pour le meilleur ou pour le pire. C'est tout ce que je demande, amiral. La flotte sera assemblée et en route dans 8 heures. Tenez votre position jusqu'à notre arrivée. Et Volkov? Oui, amiral? Essayez de ne pas tous vous faire tuer d'ici là. Tanaka terminé. L'écran s'éteignit. Volkov se tourna vers les Ondraliens, voyant l'espoir renaître dans leurs expressions. Nous avons 60 heures pour préparer l'évacuation la plus massive de l'histoire humaine. Au travail. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activité frénétique. Les ingénieurs ondraliens et terriens travaillaient côte à côte pour adapter les protocoles d'évacuation. Le docteur Singh découvrit que les capacités de traitement des radiations des ondraliens fonctionnaient en parfaite synergie avec les systèmes de propulsion terriens ensemble, ils pouvaient augmenter l'efficacité énergétique de 40%. Mais pendant ce temps, les capteurs longue portée détectaient l'approche de la flotte du consortium. 16 vaisseaux de guerre vortassiens, commandés par l'inquisiteur Zalket, réputé pour son efficacité impitoyable dans l'application des quarantaines. 48 heures après l'appel de Volkov, le ciel d'Ondral 4 s'illumina soudain de centaines de points lumineux. La flotte de secours terrienne sortait du saut hyperespace en formation parfaite. Des transports civils, des cargos reconvertis, des vaisseaux médicaux, même des yachts privés dont les propriétaires avaient volontairement offert leurs services. Plus de 400 vaisseaux, représentant la plus grande mobilisation humanitaire jamais organisée par l'humanité. À leur tête, le Dreadnought, indomitable, sous le commandement de l'amiral Tanaka en personne. Commandant Volkov, transmit Tanaka, sa voix résonnant sur tous les canaux. Nous sommes arrivés. Commençons cette évacuation. Mais même en travaillant à pleine capacité, avec les centaines de vaisseaux désormais disponibles, les calculs étaient serrés. Il faudrait au moins 60 heures pour évacuer les 18 millions d'Ondraliens. Et la flotte vortassienne n'était plus qu'à 12 heures. Volkov se tenait sur le pont de l'horizon Edge, observant les opérations d'évacuation tout en surveillant l'approche inexorable de l'ennemi. « Ils ne nous laisseront jamais finir », dit Silène à ses côtés. « Une fois qu'ils seront là, ils détruiront les transports. »« Alors nous devrons les ralentir », répondit Volkov. Il ouvrit un canal vers l'Indomitable. « Amiral Tanaka, les vaisseaux de guerre doivent former une ligne défensive. Nous devons gagner du temps pour les transports. » Déjà en formation, commandant. Mais je dois vous avertir, nous sommes largement surpassés en puissance de feu. Nos vaisseaux sont conçus pour l'exploration et la défense, pas pour affronter des cuirassés de guerre. Nous n'avons pas besoin de les vaincre. Juste de les retenir. 12 heures plus tard, alors que l'évacuation atteignait 40% de complétion, la flotte vortassienne émergea aux confins du système. Leurs vaisseaux massifs, hérissés d'armes, se déployèrent en formation d'assaut. Une transmission s'ouvrit, le visage reptilien de l'inquisiteur Zalket emplissant les écrans. Vaisseau terrien non identifié, vous violez une zone de quarantaine de classe Gamma. Vous avez 1 heure pour évacuer le système, ou vous serez détruit. L'amiral Tanaka répondit d'une voix glaciale. Inquisiteur, nous sommes engagés dans une opération humanitaire d'urgence. Les Ondraliens n'ont commis aucun crime justifiant leur extinction. Nous ne partirons pas avant que chaque civil soit en sécurité. Les Ondraliens représentent une menace biotechnologique. La quarantaine est permanente et non négociable. Vraiment? Alors expliquez-moi pourquoi vos propres rapports scientifiques supprimés indiquent exactement le contraire. Le silence qui suivit fut lourd de menaces. Les écailles de Zalket prirent une teinte sombre. Vous vous êtes introduit illégalement dans des réseaux sécurisés. C'est un acte de guerre. Non, répondit Tanaka calmement. C'est un acte de justice. Vos gouvernements ont condamné 18 millions d'innocents pour protéger vos monopoles économiques. Et nous avons transmis toutes les preuves que nous avons trouvées à chaque réseau d'information indépendant de cette galaxie. À l'heure qu'il est, des milliards d'êtres à travers des centaines de mondes connaissent la vérité.
Shen avait en effet diffusé massivement toutes les données compromettantes. Les réseaux sociaux galactiques explosaient de rage et d'indignation. Des manifestations éclataient sur des dizaines de planètes du consortium. Mais Alket n'en avait cure. Peu importe ce que savent les masses. La quarantaine sera maintenue. Par la force si nécessaire. Alors vous devrez passer à travers nous d'abord. Le délai d'une heure s'écoula dans une tension insoutenable. Les vaisseaux terriens formèrent une ligne défensive entre la flotte vortassienne et Ondral 4. Ils étaient surpassés en nombre et en puissance de feu, mais ils refusaient de céder. Lorsque l'heure expira, Zalket donna l'ordre d'ouverture le feu. La bataille qui s'ensuivit fut féroce et désespérée. Les canons à plasma vortassiens déchiraient les boucliers terriens, tandis que les missiles humains cherchaient les points faibles dans l'armure ennemie. 3 destroyers terriens furent vaporisés dans les premières minutes. Mais les terriens combattaient avec une détermination qui surprit les vortassiens. Ils utilisaient des tactiques d'ESM, coordonnant des attaques simultanées pour submerger les défenses ennemies. Ils sacrifiaient leurs propres vaisseaux pour protéger les transports civils. Sur Ondral 4, Silène observait la bataille depuis le centre de commandement, son cœur se serrant à chaque vaisseau terrien qui disparaissait dans une boule de feu. Ces êtres, qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine, mouraient pour sauver son peuple. Nous devons les aider, dit-elle à Torrent. Comment ? Nos vaisseaux de combat ont été détruits il y a des décennies. Non. Pas nos vaisseaux. Nous. Elle comprit soudain ce qu'il fallait faire. Quelque chose que les Ondraliens n'avaient pas tenté depuis le jour du silence. Rassembler le Conseil des Harmoniques. Tous ceux qui possèdent des capacités de résonance avancées. Nous allons pratiquer la convergence. Torrent la regarda avec horreur. Silène, la convergence n'a jamais été utilisée à cette échelle. Nous ne savons même pas si c'est possible avec autant d'individus. Nous n'avons pas le choix. Convoque-les. Maintenant. En moins d'une heure, 10 000 Ondraliens les plus doués en manipulation des radiations se rassemblèrent dans le grand amphithéâtre de cristal. Silène se tenait au centre, sentant leur présence s'harmoniser avec la sienne. « Mon peuple, dit-elle, sa voix amplifiée par l'acoustique cristalline. Ces étrangers venus d'un monde lointain se sacrifient pour nous. Ils meurent pour nous donner une chance de survie. Nous ne pouvons pas rester passifs pendant qu'ils donnent leur vie. Nous allons pratiquer la convergence. Nous allons unir nos capacités de traitement des radiations en un seul champ unifié. Et nous allons offrir cette puissance à nos alliés. » L'amphithéâtre s'illumina alors que les 10 000 Ondraliens commençaient à résonner ensemble. Leur corps cristallin captait la lumière mourante de leur étoile, la concentrait, la transformait. Les motifs lumineux se synchronisèrent, créant une harmonie qui transcendait l'individuel. Silène sentit la convergence se former, un réseau d'énergie reliant chaque participant. C'était comme toucher l'esprit collectif de son espèce entière, sentir leur détermination, leur gratitude, leur volonté de contribuer. Projetée, ordonna-t-elle. L'énergie combinée jaillit de l'amphithéâtre comme une vague invisible, se propageant à travers l'espace vers la flotte terrienne. Elle enveloppa chaque vaisseau, pénétra chaque coque, s'intégra à chaque système énergétique. Sur le pont de l'Indomitable, l'amiral Tanaka observait avec stupéfaction ses écrans de contrôle s'illuminer d'alerte. « Amiral, rapporta l'officier technique, nous détectons une augmentation massive de notre production énergétique. Bouclier à 200% de capacité. Arme à 180%. Propulsion à 170%. C'est impossible. » Les Ondraliens, murmura Tanaka avec admiration. Ils partagent leur pouvoir avec nous. La bataille bascula instantanément. Les vaisseaux terriens, soudain suralimentés par l'énergie ondralienne, devinrent des adversaires formidables. Leurs boucliers absorbaient les tirs vortassiens qui les auraient détruits quelques minutes plus tôt. Leurs armes perçaient les défenses ennemies avec une facilité nouvelle. Mais plus important encore, l'énergie ondralienne purifiait les radiations de combat, transformant le champ de bataille toxique en un environnement presque bénin pour les vaisseaux humains. Zalket observait avec incrédulité ses forces supérieures être repoussées par des vaisseaux qui auraient dû être détruits depuis longtemps. Comment est-ce possible ? Cracha Teil. Son second officier étudiait les relevés énergétiques avec confusion. Inquisiteur, les vaisseaux terriens sont alimentés par une source externe. Quelque chose depuis la planète elle-même. Les Ondraliens, ils amplifient les capacités terriennes.
Alors détruisez la planète. Ciblez les centres de population. Mais avant que l'ordre ne puisse être exécuté, quelque chose d'inattendu se produisit. D'autres vaisseaux émergèrent du saut hyperespace, des dizaines, puis des centaines. Des flottes venues de systèmes indépendants, de colonies rebelles, d'espèces marginalisées qui en avaient assez de la domination du consortium. La transmission de chaînes avait fait plus que révéler un scandale, elle avait allumé une rébellion. Ici le commandant Tréchal de la coalition libre de Kiro annonça une voix sur les canaux ouverts. Nous sommes venus défendre les Ondraliens et nos alliés terriens contre la tyrannie du consortium. Ici le capitaine Velmora des mondes aquatiques indépendants. Les mensonges et la corruption du consortium ont assez duré. Vaisseau après vaisseau, espèce après espèce, une coalition improvisée se forma face aux Vortassiens. La transmission de chaînes avait révélé non seulement un génocide, mais le symbole de décennies d'oppression économique. Face à une opposition aussi massive, Zalket comprit qu'il avait perdu. Non seulement la bataille, mais quelque chose de plus fondamental. Le monopole du pouvoir du consortium s'effritait en temps réel. Retraite, ordonna-t-il amèrement. Tous les vaisseaux, repli immédiat. La flotte vortassienne se retira, laissant derrière elle des débris et des espoirs brisés. Mais les opérations d'évacuation se poursuivirent sans entrave. 72 heures après le début de l'opération, le dernier transport quitta la surface d'Ondral 4. 18 millions d'Ondraliens avaient été évacués, pas un seul civil n'avait été abandonné. Silène se tenait sur le pont d'observation de l'Indomitable, regardant son monde natal pour la dernière fois. L'étoile mourante baignait les cités cristallines désormais vides dans une lueur crépusculaire. Des structures magnifiques qui avaient abrité sa civilisation pendant des millénaires, condamnées à geler dans l'obscurité éternelle. C'est étrange, murmura-t-elle. Nous nous préparions à ce moment depuis 63 cycles. Mais maintenant qu'il est là, je ne peux m'empêcher de ressentir du chagrin, compléta l'amiral Tanaka, debout à ses côtés. C'est normal. Un monde natal n'est jamais simplement un lieu. C'est une partie de qui nous sommes. Où allons-nous maintenant ? Demanda Silène. Nous sommes des réfugiés sans foyer, dépendants de la générosité d'étrangers. Tanaka sourit légèrement. Vous n'êtes pas des réfugiés, coordinatrice. Vous êtes nos alliés. Et nous avons justement un monde en tête. Elle activa un projecteur holographique, révélant un système stellaire inconnu. Nous l'appelons New Horizon. Une planète récemment découverte dans ce que nous considérons comme l'espace humain. L'environnement radiatif naturel est inhabituellement élevé, trop pour une colonisation humaine standard, mais apparemment idéal pour votre biologie. Silène étudia les données avec un émerveillement croissant. Les niveaux de radiation, la composition atmosphérique, même la luminosité stellaire, tout correspondait parfaitement aux besoins ondraliens. Vous nous offrez un monde entier ? Nous vous offrons un nouveau départ, corrigea Tanaka. Un lieu où vos capacités peuvent s'épanouir, où votre peuple peut prospérer. Et en échange, nous espérons que vous accepterez de partager vos connaissances avec nous. De nous apprendre comment purifier les radiations, comment convertir l'énergie de manière plus efficace. Vous voulez une alliance, dit Silène, comprenant. Nous voulons un partenariat. L'humanité est nouvelle dans cette galaxie. Nous avons besoin d'alliés de confiance, d'amis qui partagent nos valeurs. Et après ce que nous venons de traverser ensemble, je pense que nous avons démontré que nos peuples peuvent travailler en harmonie. Silène regarda à nouveau son monde natal condamné, puis se tourna vers les centaines de vaisseaux qui transportaient son peuple vers un avenir incertain mais empli d'espoir. Alliance acceptée, amiral. Avec gratitude. 6 mois plus tard, colonie de Luminara, New Horizon. Le soleil jumeau de New Horizon brillait dans un ciel azur parfaitement clair, baignant les nouvelles structures cristallines dans une lumière dorée. Les architectes ondraliens avaient conçu une fusion entre leur style traditionnel et l'ingénierie terrienne des bâtiments qui captaient l'énergie solaire tout en abritant des technologies hybrides révolutionnaires. Dans le centre de recherche principal, le Dr Singh travaillait aux côtés d'une équipe d'ingénieurs ondraliens sur un prototype de réacteur de purification. L'appareil, combinant la biotechnologie ondralienne et la physique quantique terrienne, pouvait transformer des déchets radioactifs mortels en énergie propre utilisable. Les résultats dépassent toutes nos projections, annonça Singh avec excitation. Ce réacteur pourrait nettoyer les zones contaminées de l'ancienne guerre terrestre en une fraction du temps estimé. Et la production énergétique est 3 fois supérieure aux meilleures centrales à fusion. Torrent,
qui co-dirigeait le projet, ajusta quelques paramètres sur l'interface holographique. Nous devons encore résoudre le problème de miniaturisation. Pour l'instant, ces réacteurs sont trop massifs pour une installation généralisée. Donnez-nous 6 mois supplémentaires, sourit Singh. Nous y arriverons. À l'extérieur, dans le jardin communautaire nouvellement établi, des enfants ondraliens et humains jouaient ensemble sous la supervision attentive de leurs parents. Les jeunes ondraliens apprenaient les jeux terriens, tandis que les enfants humains s'émerveillaient des motifs lumineux que leurs camarades pouvaient créer avec leurs capacités naturelles. Une jeune ondralienne nommée Kira montrait à un garçon humain comment surélever de petites pierres en manipulant les champs de radiation autour d'elle. Le garçon, fasciné, tentait de reproduire le geste avec sa propre énergie limitée. « Je ne peux pas le faire comme toi, dit-il avec déception. « Ce n'est pas grave, répondit Kira avec un sourire. Tu peux faire plein de choses que je ne peux pas faire. Mon frère dit que c'est ça qui rend notre amitié spéciale. Nous sommes différents, mais ensemble, nous sommes plus forts. » Non loin de là, dans le bâtiment administratif principal, Silène présidait une réunion conjointe du Conseil ondralien et des représentants terriens. L'ordre du jour, la formation officielle de l'Alliance des mondes libres. 47 systèmes ont exprimé leur intérêt pour rejoindre notre coalition, rapporta le lieutenant Chen, désormais promu coordinateur diplomatique. Des espèces qui se sentaient opprimées par le consortium voient en nous une alternative. Le consortium lui-même est en pleine crise, ajouta le commandant Volkov. Les syndicats de Crète ont perdu 60% de leurs contrats énergétiques après la révélation de leur implication dans la quarantaine ondralienne. Les Vortassiens font face à des rébellions sur 8 de leurs mondes coloniaux. L'amiral Tanaka, participant à la réunion via liaison holographique depuis Terre, intervint. Le Conseil galactique a officiellement dissous sa structure de gouvernance actuelle. Une assemblée de réformes est en cours pour établir des règles plus équitables. Plusieurs espèces ont proposé que l'Alliance des mondes libres participe à cette réforme. Pensez-vous que nous devrions rejoindre un nouveau conseil, demanda Silène. Après tout ce qui s'est passé, pouvons-nous leur faire confiance? Je pense, répondit Tanaka pensivement, que nous devons participer pour nous assurer que les erreurs du passé ne se répètent pas. Nous avons maintenant une voix, une influence. Nous devons l'utiliser pour protéger ceux qui ne peuvent se défendre. Volkov acquiesça. Je suis d'accord. Mais nous devons également maintenir notre indépendance. L'Alliance doit rester une force autonome, capable d'agir selon nos propres principes. Alors nous participerons à la réforme, décida Silène, mais nous ne nous soumettrons à aucune autorité qui compromettrait nos valeurs. L'Alliance des mondes libres défendra toujours l'opprimé contre le tyran, l'innocent contre le corrompu. La proposition fut adoptée à l'unanimité. 2 ans plus tard, station diplomatique Concordia, espace neutre. La nouvelle station spatiale Concordia flottait à la frontière entre l'espace de l'Alliance et les territoires reformés du consortium. Conçue conjointement par des architectes de 20 espèces différentes, elle symbolisait l'espoir d'une coexistence pacifique. Dans la grande salle d'assemblée, des représentants de 63 civilisations se réunissaient pour la ratification du nouveau pacte galactique. Un document qui établissait des règles claires pour prévenir les abus de pouvoir, protéger les espèces vulnérables et promouvoir la coopération scientifique et culturelle. Silène, désormais ambassadrice principale de l'Alliance des mondes libres, se tenait devant l'Assemblée pour prononcer le discours d'ouverture. Il y a 2 ans, mon peuple était condamné à l'extinction, commença-t-elle, sa voix portant dans toute la salle grâce aux traducteurs universels. Nous pensions que la galaxie nous avait oubliés, que nous mourions seuls et abandonnés sur un monde mourant. Puis des étrangers sont venus. Des êtres d'une espèce que nous ne connaissions pas, qui n'avaient aucune raison de risquer leur vie pour nous. Mais ils l'ont fait quand même. Non pas par obligation politique, non pas pour un gain économique, mais simplement parce que c'était juste. Elle balaya l'assemblée du regard. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes des alliés. Des amis. Des partenaires dans la construction d'une galaxie meilleure. Mais nous ne devons jamais oublier les leçons que nous avons apprises. Le nouveau pacte que nous ratifions aujourd'hui n'est pas simplement un document légal. C'est une promesse. Une promesse que plus jamais nous ne permettrons qu'une espèce soit condamnée pour des intérêts économiques. Une promesse que nous défendrons toujours les faibles contre les puissants. Une promesse que nous choisirons toujours la compassion plutôt que le profit. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, des battements de mains humains, des résonances harmoniques ondraliennes,
des cliquetis de mandibules critéennes, chaque espèce exprimant son approbation selon sa propre manière. Le vote fut unanime. Le nouveau pacte galactique était adopté. Après la cérémonie, Silène rejoignit Volkov et Tanaka sur la terrasse d'observation de la station. À travers les immenses baies vitrées, ils contemplaient les étoiles, un univers infini de possibilités. Je pense souvent à ce premier jour sur Ondral 4, dit Volkov. Quand nous avons décidé de rester et d'aider. Sur le moment, cela semblait être une décision simple. Maintenant, je réalise à quel point elle était monumentale. Vous avez changé le cours de l'histoire galactique, dit Silène. Un acte de compassion qui a déclenché une révolution. Non, corrigea Tanaka. Nous avons simplement fait ce qui était juste. C'est la galaxie qui a décidé de changer en réponse. Nous avons montré qu'un autre chemin était possible. Les autres espèces ont choisi de l'emprunter. Pensez-vous que cela durera ? Demanda Silène. Cette paix, cette coopération ? Honnêtement, dit Volkov. Probablement pas pour toujours. Il y aura toujours des conflits, des désaccords, des êtres qui cherchent le pouvoir au détriment des autres. Mais maintenant, il existe une alternative. Une coalition d'espèces qui refuse d'accepter que l'oppression soit inévitable. Et c'est suffisant, ajouta Tanaka. Nous ne pouvons pas créer une utopie parfaite. Mais nous pouvons créer un système où chaque espèce a une voix, où les abus sont exposés et confrontés, où les innocents ne sont pas abandonnés. Silène observa les étoiles, pensant à son peuple qui prospérait maintenant sur New Horizon, aux technologies hybrides révolutionnant la production énergétique, aux amitiés interespèces qui se formaient chaque jour. Sur Ondral 4, dans nos derniers jours, nous avions perdu l'espoir, dit-elle doucement. Nous pensions que l'univers était froid et indifférent, que personne ne se souciait du sort d'une espèce mourante. Vous nous avez prouvé que nous avions tort. L'univers n'est ni cruel ni bienveillant en soi, répondit Volkov. Ce sont les choix que nous faisons qui le définissent. Et nous avons choisi la compassion. À travers la station Concordia, des êtres de dizaines d'espèces travaillaient ensemble, apprenaient les uns des autres, construisaient des ponts entre leurs cultures. Des scientifiques ondraliens enseignaient aux ingénieurs critéens comment purifier les radiations. Des artistes terriens collaboraient avec des poètes aquatiques pour créer des œuvres transcendant les barrières linguistiques. Des enfants de toutes origines jouaient ensemble dans les jardins communs, ignorant les différences que leurs ancêtres auraient considérées comme insurmontables. C'était imparfait. Il y avait encore des tensions, des malentendus, des défis à surmonter. Mais c'était réel. C'était possible. Et c'était beau. 10 ans plus tard, mémorial de la résonance, New Horizon. Le mémorial s'élevait au centre de la capitale de Luminara, une structure cristalline captant la lumière des soleils jumeaux et la projetant en motifs kaléidoscopiques. Au cœur du monument, une plaque commémorative portait les noms de tous ceux qui étaient morts pendant l'évacuation d'Ondral 4 humains, ondraliens et membres d'autres espèces qui s'étaient joints au sauvetage. Une fois par an, une cérémonie de commémoration rassemblait les survivants et leurs descendants. Cette année marquait le 10e anniversaire de l'évacuation à un événement désormais considéré comme le point tournant de l'histoire galactique moderne. Silène, désormais âgée mais toujours vive d'esprit, se tenait devant l'assemblée massive. Des milliers d'ondraliens, d'humains et de représentants de l'Alliance remplissaient la place. Nous nous souvenons, commença-t-elle, sa voix amplifiée pour porter à travers la foule. Nous nous souvenons du désespoir de nos derniers jours sur Ondral 4. Nous nous souvenons de l'espoir impossible qui est arrivé sous la forme d'un vaisseau argenté traversant notre ciel empoisonné. Nous nous souvenons de ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre. 247 humains. 192 ondraliens. 23 membres d'autres espèces qui se sont joints à la mission de sauvetage. Chacun d'eux un héros. Chacun d'eux irremplaçable. Elle fit une pause, laissant le silence honorer les morts. Mais nous ne nous souvenons pas seulement de ce que nous avons perdu. Nous nous souvenons de ce que nous avons gagné. Une nouvelle famille étendue à travers les étoiles. Des amitiés qui transcendent les différences biologiques. Une compréhension que l'univers n'est pas défini par les cruels et les cupides, mais par les braves et les compatissants. 10 ans plus tard, l'Alliance des mondes libres compte 87 espèces membres. Nos technologies hybrides ont transformé la production énergétique dans 142 systèmes. Les zones radioactives de 23 guerres anciennes ont été purifiées et rendues habitables. Et plus important encore, pas une seule espèce n'a été abandonnée depuis.
C'est l'héritage de ceux qui sont morts. C'est le monde qu'ils ont acheté avec leur sacrifice. Et c'est notre responsabilité de le préserver. L'Assemblée observa un moment de silence, chacun se souvenant à sa manière. Puis, lentement, les Ondraliens commencèrent à résonner, leur corps cristallin émettant une harmonie lumineuse qui s'éleva comme un hymne silencieux vers les cieux. Les humains présents, dont beaucoup portaient maintenant des implants biotechnologiques ondraliens qui leur permettaient de percevoir et d'interagir avec les champs de radiation, joignirent leurs propres énergies à la résonance. Ce n'était plus une capacité exclusivement ondralienne, c'était un don partagé, un symbole de leur union. La lumière s'éleva de la place, visible à des kilomètres à la ronde. Un phare d'espoir et de mémoire. Parmi la foule, une jeune femme humaine nommée Elena tenait la main de son compagnon ondralien, Zéphyr. Ils s'étaient rencontrés à l'université interespèce de Luminara, étudiant ensemble l'ingénierie énergétique hybride. Maintenant, ils travaillaient sur un projet ambitieux, concevoir des vaisseaux d'exploration capables d'atteindre des galaxies lointaines, propulsés par la fusion des technologies ondraliennes et terriennes. Mon grand-père était là, murmura Elena, désignant le mémorial. Lieutenant Marcus Shen. Il a aidé à coordonner l'évacuation depuis le sol. Le mien aussi, répondit Zéphyr, ses motifs lumineux prenant une teinte nostalgique. Il faisait partie du Conseil des Harmoniques qui a pratiqué la convergence. Il disait que c'était le jour où notre peuple a retrouvé son âme. Penses-tu qu'ils auraient pu imaginer tout ceci, demanda Elena, balayant du regard la cité hybride qui les entourait. Deux espèces vivant ensemble, construisant ensemble, rêvant ensemble? Je pense qu'ils l'espéraient, répondit Zéphyr. Et c'est pourquoi ils se sont battus si durement pour nous donner cette chance. 25 ans plus tard, vaisseau d'exploration Unity, frontière galactique. Le vaisseau Unity glissait silencieusement à travers l'espace profond, bien au-delà des régions cartographiées. C'était le premier vaisseau de sa classe, un design révolutionnaire fusionnant l'ingénierie ondralienne, terrienne et les contributions de 5 autres espèces de l'Alliance. Sur le pont, la capitaine Kira, la même jeune ondralienne qui avait joué avec des enfants humains dans les premiers jours de Luminara, étudiait les relevés de son équipe. Nous détectons des signatures énergétiques inhabituelles dans le système adjacent, rapporta son second, un humain nommé David Volkov, petit-fils du commandant légendaire. Ça pourrait être des signes de civilisation. Préparons une sonde d'observation, ordonna Kira. Protocole de premier contact standard. Approche non menaçante, canaux de communication ouverts sur toutes les fréquences. C'était la 5e mission d'exploration d'Unity. Ils avaient déjà établi le contact avec 3 nouvelles espèces, toutes accueillies dans l'Alliance après avoir démontré des valeurs compatibles. Mais alors que la sonde transmettait ses premières données, Kira fronça les sourcils. Cette civilisation est technologiquement avancée, mais leurs relevés énergétiques montrent des signes de dégradation environnementale sévère. Leurs systèmes de support vital planétaire sont en train de s'effondrer. Un autre monde mourant, murmura David. Kira se tourna vers son équipage ondralien, humain, critéen, aquatique et autres, tous travaillant en harmonie parfaite. Alors nous savons ce que nous devons faire, dit-elle simplement. Préparer les protocoles d'assistance interespèces. Contactez le commandement de l'Alliance pour demander des renforts si nécessaire. Et ouvrez les canaux de communication avec cette civilisation. Capitaine, intervint l'officier des communications, une aquatique nommée Veltara. Nous ne savons rien d'eux. Ils pourraient être hostiles. Nous pourrions nous mettre en danger. Kira sourit, ses motifs lumineux prenant la teinte dorée de la détermination. Il y a 25 ans, mon peuple était condamné. Des étrangers sont venus nous sauver sans savoir qui nous étions, sans garantie de sécurité, simplement parce que c'était juste. C'est devenu notre héritage. C'est ce que nous sommes maintenant. Elle activa le transmetteur principal. Attention civilisation inconnue, ici la capitaine Kira du vaisseau d'exploration Unity, représentant l'Alliance des mondes libres. Nous avons détecté que votre monde connaît des difficultés environnementales. Nous sommes ici pour offrir notre aide. Pas de conditions, pas d'agenda caché. Simplement une main tendue entre voyageurs parmi les étoiles. Le silence dura plusieurs minutes. Puis une réponse arriva, dans une langue que les traducteurs universels mirent quelques secondes à décoder. Vaisseau Unity, nous pensions que personne ne viendrait. Que nous étions seuls. Que nous allions mourir ici. Vous êtes réel? Nous sommes réels, répondit Kira avec douceur.
Et vous n'êtes plus seul. Donnez-nous vos coordonnées d'atterrissage. Nous venons vous aider. Alors que le Unity ajustait sa trajectoire vers le monde en détresse, Kira pensa à ses ancêtres qui avaient vécu l'évacuation. À Silène, qui avait guidé leur peuple à travers les ténèbres. Au commandant Volkov, qui avait choisi la compassion plutôt que la prudence. À l'amiral Tanaka, qui avait risqué tout ce que l'humanité avait construit pour faire ce qui était juste. Leur héritage n'était pas simplement un ensemble de technologies ou de traités. C'était une philosophie, une manière d'être. L'idée simple mais profonde que dans un univers vaste et souvent impitoyable, nous avons le pouvoir de choisir la bonté. Une espèce à la fois. Une main tendue à la fois. Une vie sauvée à la fois. L'univers était vaste, rempli de dangers et de défis. Mais il était aussi rempli de possibilités, de beauté et de connexions inattendues entre des êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et quelque part, dans les archives de l'Alliance, un enregistrement du premier message de détresse d'Ondral 4 était préservé. Non pas comme un monument à la tragédie, mais comme un rappel de ce qui était possible quand quelqu'un décidait de répondre. Parce qu'au final, c'était cela le véritable sens de la civilisation, non pas la technologie que vous possédiez ou les mondes que vous contrôliez, mais la volonté de tendre la main à ceux qui avaient besoin d'aide. Et cette volonté, transmise de génération en génération, d'espèce en espèce, était l'écho le plus puissant qui résonnait à travers les étoiles.